Kevin, bienvenue dans l'effet papillon. Merci, salut Cyril. Eh bien, merci déjà infiniment de nous recevoir dans les locaux d'Engo, c'est cool. Exceptionnellement, vous qui êtes en train de nous regarder, vous avez vu, hein, on est filmé, alors que d'habitude, l'effet papillon, c'est un podcast audio. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec Kevin, tous les deux, on est à Nantes, et je me suis dit que ça serait cool que vous puissiez voir la discussion au-delà de l'entendre. Et puis, voilà, on est super sympa, donc venez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. En tout cas, Kevin, encore une fois, merci de venir dans l'effet papillon pour partager ton expérience que tu as vécue avec Engo sur notamment le crowdfunding et la levée de fonds plus récemment. Je suis sûr que ça va aider un maximum de porteurs de projets qui ont envie, comme toi et Ronan, de vivre une aventure épanouie et de faire quelque chose dans leur écosystème à leur niveau. Il y a une petite tradition, Kevin, au début de chaque épisode de l'effet papillon, un petit jeu. J'imagine que tu connais l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Oui. Ouais. Tu regardes un peu? Non. Okay. mais pas plus d'autres émissions que celle-ci. Je sais que j'ai pas la marche. télé chez moi, mais évidemment, via LinkedIn, j'arrête pas d'en voir passer. Donc je vois passer des extraits. Ouais, clairement. Donc le principe, c'est qu'il y a un pitch qui est fait sur le plateau devant des investisseurs pour essayer d'avoir justement des personnes qui rentrent au capital de l'entreprise. Si toi, là, aujourd'hui, ou demain, tu es sur le plateau de l'émission, ça serait quoi le pitch que tu ferais pour essayer de convaincre les investisseurs? Eh bien, je vais le faire en concis. Donc, Kevin, je suis le cofondateur de Engo Shoes. Engo, nous sommes une marque de basket qui repose sur 3 valeurs: équitable, solidaire et éco-responsable. On s'est lancé il y a 7 ans à Nantes avec mon associé Ronan. Et on est parti du constat qu'il y avait un gros problème dans la mode, tant d'un point de vue environnemental que social, sur qui fait nos baskets ou nos vêtements. Et on a eu envie d'agir à ce niveau-là. Et nous, notre ADN, notre force, elle se trouve au Vietnam, aussi bizarre que cela puisse paraître, là où a longtemps vécu mon associé. Et en fait, on travaille avec des artisans qui font du tissage à la main. Et ce tissage à la main, on le retrouve sur tous nos produits. Et c'est ce qui va en faire l'identité, l'ADN, l'originalité. Et le but, c'est de faire vivre ces artisanes de leur savoir-faire qui est ancestral. Donc, il y a un vieux métier à tisser, on pourra y revenir plus en détail lors de ce podcast. Et on reverse, depuis le début de l'aventure, il y a 7 ans, 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG, Sao Bien, pour construire des écoles au Vietnam. Donc, on a construit 6 écoles depuis le début du projet. C'est à peu près 300 enfants qui ont pu être scolarisés. Et enfin, sur l'éco-responsabilité, alors là, on pourra aussi y revenir parce que c'est assez technique et ça englobe maintenant tout le cycle de vie du produit. De la production, on met des matières recyclées. Au transport, on va faire du conteneur maritime, à la durabilité du produit, jusqu'à la réparation et la recyclabilité du produit en fin de vie. Voilà, et tout ça mesuré par un bilan carbone. Donc voilà ce qu'est Engo sur la basket aujourd'hui, et on y reviendra, je tease, sur de la bagagerie demain. Effectivement, ce n'est pas qu'une marque effectivement de basket, il y a aussi des sacs notamment. Merci pour ce pitch très complet, je pense que ça aurait bien plu aux investisseurs. Je te propose, Kevin, qu'on rentre dans la première partie de ce podcast où on va revenir sur la genèse d'Engo, voir un petit peu comment est-ce que vous avez, avec Ronan, créé cette marque-là. Le point de départ, déjà, c'est une amitié avec Ronan à l'âge de 15 ans, c'est ça? Exactement, on s'est rencontrés au lycée, donc tous les deux on vient de communes à côté de Nantes. On s'est rencontrés au lycée de l'Erdré à Basse-Goulaine et on a été tout de suite potes, on était dans la même classe. Et ce qui a scellé notre amitié, c'est un premier voyage tous les deux après le bac. On avait 18 ans et on est parti plusieurs mois au Pérou pour travailler pour une asso. En fait, on aidait à construire une crèche dans un bidonville au Pérou. On était logés en famille d'accueil. Moi, pour ma part, c'était la première fois que je prenais l'avion, première fois que je quittais l'Europe. Vraiment, c'était mon vrai premier voyage. Et ça reste ma plus belle expérience en termes de voyage. Et je parle de ça parce que c'est là-bas que j'ai découvert pour la première fois un savoir-faire, celui de... Voilà, il y avait... on pouvait trouver différentes choses au Pérou faites par des artisans. Alors des fois, on pense que c'est par des artisans. En réalité, non. On nous ment. Mais bon, bref, en tout cas, on avait découvert un bel artisanat, des motifs, de la couleur. Enfin, voilà, plein de choses qui m'avaient beaucoup plu. Et j'étais revenu avec pas mal de cadeaux pour mes proches. Et finalement, en quelque sorte, quelques années après, c'est ça qu'on retrouve sur nos baskets. Donc l'idée, elle est née un peu déjà au Pérou. Et surtout, ça nous a donné le goût du voyage. Et moi, après, je suis
à toutes mes vacances, je repartais en voyage, notamment en Amérique latine. Et c'est après un dernier voyage au Mexique où l'idée, la genèse de Ngo s'est faite. Ouais, c'est ça, il y a eu la bascule à ce moment-là. Alors, Ouais. sachant qu'il faut savoir que toi, tu as eu une carrière avant de lancer cette marque-là. Tu étais dans un cabinet d'experts comptables, c'est ça, mais tu es resté quelques années, mais finalement, tu n'étais pas aligné. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu tous les deux une carrière autre avant. Alors, on vient pas de la mode. On n'a pas fait même d'école de commerce. On va dire qu'on n'a pas le CV d'un créateur d'une marque de mode, clairement, sur l'expérience d'avant. Donc, moi, j'ai travaillé 4-5 ans en cabinet d'expertise comptable. J'ai fait toutes mes études là-dedans. J'ai travaillé en cabinet. J'ai accompagné justement des entrepreneurs. Et Ronan, lui, a travaillé pour une ONG au Vietnam, justement. Et oui, clairement, c'est la quête de sens, le besoin de me sentir utile qui m'a mené vers l'entrepreneuriat. J'ai jamais pensé créer une boîte. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. J'ai pas pensé créer une boîte dans mes études. Et j'ai eu un déclic à un moment donné de ma vie, à 25 ans à peu près, où je me suis dit, bon, en fait, je n'attends que les vacances pour m'évader, pour avoir de l'aventure, pour me sentir vivant et autres. Donc c'est les voyages qui m'ont donné cette envie d'avoir un challenge au quotidien de par l'entrepreneuriat. Et dans ces voyages, j'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, des artisans, de l'artisanat. J'ai eu envie de travailler autour de ça, en tout cas d'y mettre mes valeurs à la genèse même du projet. C'est-à-dire qu'avant même de parler de chaussures, de bagagerie ou autre, quand je suis allé voir Ronan en lui disant j'ai une idée de projet, est-ce que t'en es, c'était on travaille avec des artisans, on met en valeur un savoir-faire, on travaille avec une asso où même si pour l'instant on ne fait pas de chiffre d'affaires, on va leur reverser une partie du chiffre d'affaires qu'on fera. Voilà, et on agit sur nos 3 valeurs qui sont sociales, sociétales et environnementales. Et moi, du coup, j'ai eu l'idée plutôt de l'Amérique latine. Et Ronan revenait de sa mission dans l'ONG au Vietnam. Et il m'a dit, en fait, je veux retourner au Vietnam. Je parle vietnamien. Je connais le pays, j'ai du réseau là-bas. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'artisans. Il y a une 50aine de minorités ethniques. Donc, on peut faire tout ça là-bas. Donc, il est retourné en 2016. Moi, je suis resté en France. Et on a tout monté entre la France et le Vietnam. Avec très vite la chaussure qui est arrivée pour 3 raisons. Déjà, il y avait un marché là-dedans. Moi, je commençais à faire attention à ce que j'achetais d'un point de vue déjà alimentaire et dans la mode également. Et en fait, il y avait, alors Veja existait déjà, mais il y avait très peu de marques, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a un gros savoir-faire dans la basket au Vietnam. La plupart des marques qui y sont, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire, une vraie technicité. Ils sont capables de tout faire en termes de basket au Vietnam. Et ensuite, on était fans de sneakers tous les deux. Et l'idée, je crois, à 25 ans, c'était surtout de se faire kiffer, de faire un projet plaisir. Et s'il prend, tant mieux. S'il prenait pas, j'ai envie de dire tant pis. On n'aurait pas perdu grand-chose, si ce n'est apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Ngo en 2017, le lancement en crowdfunding dont on va évoquer. Ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis. J'aime beaucoup on va y aller, on va se faire kiffer, et si ça marche pas, tant pis. Ça, c'est un truc que tu conseilles aux gens qui potentiellement là sont en train de nous écouter, de nous regarder, et qui se disent ouais, mais c'est un peu risqué, est-ce que j'y vais pas. Ça a été quoi, selon toi, vraiment, toi à l'intérieur, le moteur pour y aller? Ouais, très clairement. Alors, il y a des fois, je me repose la question, est-ce que je le ferais aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à l'époque, donc j'avais 25 ans, pas de locataire, pas d'emprunt, pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai une maison, un emprunt, un enfant. Donc, est-ce que je le referais? J'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'époque, en effet, j'avais le sentiment de n'avoir absolument rien à perdre. Si je voulais retourner dans l'expertise comptable, ils ont plus des problèmes de recrutement qu'autre chose, donc j'aurais retrouvé du boulot sans souci. Donc, oui, il y avait un risque. Pour autant, j'estimais le risque extrêmement mesuré. Et surtout, à l'époque, en fait, on n'a absolument pas pensé au risque, en fait. Je pense que il y a plein de gens qui ont des idées et des fois, on peine à passer à l'action parce que, et c'est souvent ce que je dis quand j'interviens devant des étudiants ou autres, c'est qu'à mon sens, il faut une petite dose d'irrationalité au moment de se lancer. C'est-à-dire qu'on
nous apprend à être des êtres rationnels. Et moi, je considère, en plus, venant de l'expertise comptable, être un être rationnel, peut-être un peu trop. Et c'est un moment de ma vie où, justement, par la quête de sens, l'envie de me sentir utile, c'était quelque chose d'assez viscéral. C'est ça qui a été le déclic. C'est l'envie de me dire, faut que j'agisse, faut que je fasse quelque chose, faut que je sois dans l'action. Je ne peux pas que me plaindre, me dire que la société va mal, que ci, que ça. Il faut qu'à mon échelle, j'intervienne quelque part. C'est ça qui a été le moteur et le déclic. Et du coup, cette petite dose d'irrationalité dont je parle, c'est de se dire, oui, on a fait des business plans, etc., etc. Quoique, si on regarde un peu tout ce qu'on a appris en études, finalement, je n'ai pas été un très bon élève en la matière, parce qu'en fait, très vite, on a squeezé la théorie pour passer à la pratique. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, je pense que si on était vraiment allé dans le calcul de se dire combien il faut vendre de paires de chaussures pour commencer à se rémunérer, pour commencer à embaucher, etc. Je pense que ça nous aurait fait peur et peut-être qu'on ne se serait jamais lancé. Donc il faut faire différentes études pour savoir dans quoi on se lance et pas faire n'importe quoi. Pour autant, la petite dose d'irrationalité, c'est de se dire à un moment donné, j'y vais, je fais et je verrai. Et c'est ce qu'on a fait, ça a marché, ça fait 7 ans maintenant. Et si on était un peu trop dans le calcul, je pense que peut-être en tout cas, on ne se serait jamais lancé. Et dernière chose sur le risque, dont on n'a pas forcément idée, le nerf de la guerre pour créer et pour développer une entreprise, c'est la trésorerie. J'entends beaucoup de créateurs qui disent moi j'ai des fonds de côté, je vais mettre 10, 20, 30, 50 000 euros de mes fonds. Surtout pas, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Il y a des banques, des réseaux de création d'entreprises qui sont faits pour nous donner la trésorerie pour nous financer. On pense que s'endetter, on pense d'un point de vue perso, s'endetter, on se dit non, on le fait pour une baraque, mais ça ne nous fait pas forcément plaisir. Et donc on a peur souvent de le faire à titre pro. Déjà, quand on a une société, il y a une personne morale qui est la société, il y a nous, personnes physiques. Donc il ne faut absolument pas hésiter à le faire parce que on n'est pas endetté à titre perso, mais à titre de l'entreprise. Et il faut aller chercher la trésorerie ailleurs et garder ses fonds pour autre chose, pour au début se payer, vivre si on n'a pas Pôle emploi ou autre, et ça met du temps avant des fois de se payer. Et se dire que ces emprunts-là, si demain la société fait liquidation judiciaire, la plupart du temps, on ne demande pas des garanties personnelles. Il y a des cautions avec la BPI ou autres organismes qui cautionnent, qui garantissent l'emprunt. Il n'y a pas de caution personnelle. Autrement dit, en fait, je trouve qu'en France, c'est un peu altéré la mesure du risque. On se dit, j'emprunte 20 000, si ça se pète la gueule, je vais devoir 20 000 à la banque. Non, ça se passe très rarement comme ça. En tout cas, on peut éviter ça. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y en a, mais on peut mesurer ce risque en se faisant accompagner et en faisant bien les choses. Super intéressant, je pense. Ça peut vraiment donner des pistes concrètes à des personnes qui seraient un peu dans le flou. Moi, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder aussi dans cette première partie, c'est le fait de passer d'un statut de pote avec Ronan à associé. Comment vous avez géré ça tous les deux ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos relations ? Est-ce que ça vous a fait peur aussi peut-être ? Alors ça ne nous a pas fait peur, mais on s'est rendu compte en faisant qu'en effet ça change forcément une relation. C'est inévitable, tu n'es plus que pote, tu es pote et associé, donc forcément ça joue sur ta relation. Et une relation d'associé, c'est pas rien, il faut y faire attention. C'est comme un couple, il faut le préserver sur le long terme. Surtout qu'au début, on n'est que deux, on fait tout, on touche à tout, y compris à des choses dont on ne sait pas faire. Nous, on ne vient pas de la com et du marketing, il a fallu quand même faire. Donc, c'est faire confiance à l'autre, c'est se répartir les rôles et les tâches. Alors nous, ce qui était facile, entre guillemets, c'était assez clair. Lui étant en Vietnam, il gérait toute la partie prod, développement produit, fournisseur, et moi toute la partie en France, donc commercial, gestion, etc. Pour autant, il y a eu des prises de tête, etc. Et on a mis longtemps avant de clarifier les rôles de chacun. C'est-à-dire que même quand on a eu une équipe, on restait co-gérant, cofondateur. Et je pense que c'était pas suffisamment clair et pour nous et pour nos équipes. Donc en 2023, l'année dernière, on s'est fait accompagner par un coach. Et lui, il a
il a commencé par ça. Il nous a dit, là, il faut... donc, on était dans le cadre de la levée de fonds, un peu en amont. Et il nous a dit, voilà, il faut structurer votre gouvernance, travailler votre gouvernance, et ça passe par vous. Donc, en fait, on a fait tout un accompagnement à deux sur qui on est, ce qu'on veut faire, nos aspirations, etc. Et en fait, ça aboutit à quelque chose d'assez banal, mais mine de rien qu'on n'avait jamais fait. C'est un organigramme dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que je pense que j'en avais une vision très liberté de l'entreprise, pas de hiérarchie, etc. Aujourd'hui, je reviens totalement sur tout ça. Non pas qu'on a un truc hyper pyramidal, etc. Mais en fait, à un moment donné, il faut un cadre, il faut des rôles, des fiches de poste. Et en fait, ça rassure tout le monde dans l'équipe. Ça apporte du cadre à tout le monde. Et en fait, on travaille beaucoup mieux collectivement que comme ça. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Mais parce qu'on n'avait pas non plus, on était 25 ans, on n'avait pas eu une grosse expérience de management. Et je considère que c'est beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années dans la boîte. Et y compris du coup entre Ronan et moi, où maintenant on fait la part des choses entre le perso et le pro, on a appris à le faire, et dans l'entreprise, on a chacun nos rôles bien définis, et aussi bizarre que cela puisse paraître, donc moi je suis directeur général, et Ronan il est responsable produit, production, direction artistique, autrement dit, il n'a pas le même niveau de management que moi, mais c'est pas grave, c'était la réalité qui était comme ça, on l'a écrit, et c'est ok, et en fait on a simplement matérialisé ce qu'il y avait dans la réalité, et ça fait que nos relations et les relations d'entreprise sont beaucoup plus saines et beaucoup plus structurées. Donc il a fallu passer par là. Donc en effet, c'est une bonne question. Passer de pote à associé, et encore plus après, plus que le statut, c'est dans les fonctions, c'est assez technique. Ok, donc... c'est ce que tu conseilles aux personnes qui potentiellement auraient envie de s'associer, bien définir les rôles. Exactement. Savoir qui fait clarifier quoi. les rôles, Okay. qui fait quoi, et ne pas avoir peur de se dire, même si on est à 50-50 au capital, ce qui nous est notre cas, ne pas avoir peur de se dire, est-ce qu'en fait, toi, tu as envie d'avoir la direction générale ? Est-ce que tu as envie d'avoir un rôle de manager, de leader, de chef, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, nous, il se trouve que ça a été beaucoup plus clair comme ça. Et en plus, moi étant au bureau avec les équipes à Nantes et lui au Vietnam, c'était plus facile de le faire comme ça. Y a, je ne sais plus qui disait ça, c'est pour prendre une décision, le mieux c'est d'être un nombre impair, et 3 c'est déjà trop. Autrement dit, à un moment donné, on a besoin d'avoir un cadre, une personne qui tranche, qui décide quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on a mis en place l'année dernière, et c'est beaucoup mieux depuis. Ok. Sur le lancement, du coup, donc tu le disais juste avant, toi, tu es ici, lui au Vietnam, donc vous échangez. Ça a été quoi peut-être les difficultés au départ pour vraiment mettre Ngo sur les rails ? La difficulté, ça a été notre non-connaissance du secteur de la mode et plus globalement de la com et du marketing. Comme je disais, on n'a pas fait d'école de commerce. Ronan, il a fait un master gestion de projet, option humanitaire. Il est parti dans ce cadre-là au Vietnam. Moi, l'expertise comptable. Donc, on avait la connaissance du terrain du Vietnam de par Ronan. On avait une bonne gestion de l'entreprise de par moi. Mais la mode, c'est une question beaucoup d'image, de notoriété de marque, etc. Et on n'avait pas les codes. Donc ça a été le plus dur, de créer... les valeurs, on les avait, le storytelling, on l'avait, parce qu'on y a mis nos valeurs et l'authenticité, qu'on a toujours aujourd'hui, bien évidemment. Mais il nous manquait ce côté mode, image de marque. Alors, on l'avait, je suis dur quand je dis ça, mais peut-être pas assez pro, pas assez poussé. Donc ça a été ça le plus dur. Et comment on s'en est sorti ? Alors au début, on a fait nous-mêmes. Et comment on s'en est sorti ? C'est de se dire, ok, nos points forts, ils sont là, et nos points faibles, c'est ça. Donc, comment on résout ces points faibles ? Au tout début, ça a été de faire appel à des potes, à de l'aide, à se faire accompagner avec le peu de moyens qu'on avait. Et donc, on a eu un réseau autour de nous et qui a pu nous aider, et ça nous a été extrêmement utile. Et dès qu'on a pu, de prendre des stagiaires, des alternants, et jusqu'à embaucher. Et en fait, notre focus à chaque fois, c'était responsable com. Donc, on a eu... des stagiaires au début, et le déclic, ça a été très vite, donc avec quelqu'un qui s'appelle Anaïs, qui est d'ailleurs maintenant responsable com en freelance depuis son expérience chez Ngo, et en fait on l'a eu en stage. Ensuite on ne pouvait pas l'embaucher tout de suite, donc on l'a gardé en freelance dans la boîte, et dès qu'on a pu, on l'a embauché en CDI,
Et elle était à la fois pro de la com et en même temps photographe. Donc elle a apporté, elle a travaillé les shootings, elle a travaillé l'image de marque autour du voyage, autour de l'aventure, etc. Et en fait, on a clairement, je trouve, avec le recul, passé un cap à partir de ce moment-là en termes d'image de marque, de com, de réseaux sociaux. Et c'est pas pour rien que c'est à peu près au même moment qu'on est rentré dans les grands magasins parisiens, les Galeries Lafayette, à Haussmann, au BHV, etc. Ça, plus le fait qu'on avait aussi, à l'époque, on était un peu plus facilement visible de par la faible concurrence sur les marques éthiques. Aujourd'hui, il y a plein de marques, y compris des marques historiques, qui se lancent dans l'éco-responsabilité, etc., avec plus ou moins de sincérité. Mais à l'époque, on était plus facilement visible. Donc je pense que ça nous a aidé. Cumulé au fait qu'on a sorti un tout nouveau produit en 2018, et on y reviendra d'ailleurs lors d'une deuxième campagne de crowdfunding. Et ce produit-là, qui était un peu plus typé sneakers, sans cuir, là où nos premiers modèles, c'était plus des tennis en toile, il répondait plus au code de la mode du moment. Et en fait, ça a été un carton. C'est avec celui-là qu'on est rentré justement en Galeries Lafayette. Et c'est étonnamment, 6 ans après, encore notre best-seller aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'un modèle de 2018, là on n'en sort que la V2 maintenant, 6 ans après, et ça a toujours été notre best-seller. Ça représente plus de la moitié de nos ventes. Donc c'est quand même assez fou, surtout quand tu sais que la mode, ça fluctue hyper vite. Et d'ailleurs, c'est un designer nantais, Alex, qui avait travaillé sur le projet à l'époque. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui nous a fait passer ça, mais il a fallu travailler sur nos points faibles, et c'était le design, donc faire appel à Alex, la com et la direction artistique, et c'est Anaïs qui nous avait aidé là-dessus à l'époque. Ok, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a une construction hyper logique en fait dans ce que tu racontes, et j'ai l'impression que l'arrivée sur la première campagne de crowdfunding, on va s'y intéresser là dans quelques instants, vous avez tout fait dans l'ordre, l'image de marque pour aller chercher aussi une communauté, et justement en parlant de cette première campagne de crowdfunding, avant de passer dans la deuxième partie, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là avec ton associé Ronan? Déjà, est-ce que le crowdfunding, c'était quelque chose qui pour vous était évident? Est-ce que vous aviez des connaissances même dans ce milieu-là? C'est quoi l'enjeu pour vous avec cette première campagne? Alors, on n'avait pas de connaissances du tout, mais par contre, c'était évident. C'était évident, pourquoi? Parce que donc on était quand même au début du crowdfunding, hein. La première campagne, on l'a fait sur KissKissBankBank en avril 2017, qui est donc notre lancement. Et la deuxième, avec les baskets dont je parlais là, on l'a fait en fin 2018 sur Ulule. C'était évident parce que quand on lance un produit, ou même un service, mais un produit, c'est vrai que ça se fait plutôt bien, d'une part, c'est une vraie étude de marché. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas été très bon sur la théorie, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des études de marché poussées ou autres. En gros, on a fait, et après, on a vu ce que ça donnait. Et ben là, ça nous permettait de voir ce que ça donnait. C'est-à-dire que pendant un peu plus d'1 mois, on fait une campagne où on a une vidéo, on a nos storytelling, on a nos produits, on a shooté nos produits, et on dit au consommateur final, voici nos baskets, à tel prix. En gros, est-ce que vous êtes acheteur? Donc, s'ils ne sont pas acheteurs, et je crois qu'à l'époque, on avait mis la barre à 10 000 euros pour lancer le projet, je crois, de chiffre d'affaires, il me semble. À 10 000 euros, ça nous permettait de lancer notre première production et donc de valider un projet. Si on n'atteignait pas ces 10 000 euros, la campagne s'arrêtait et ça aurait remis en question notre projet. Il se trouve qu'on l'a dépassé, je crois qu'on est arrivé à 17 000 euros. Donc, quelque part, ça valide le projet. Même si tu sais très bien que tu as tes proches, les proches de tes proches qui sont dans ton premier cercle, qui t'aident dans ce projet-là, pour autant, ils ne sont pas obligés d'acheter. Donc, ils peuvent aussi se dire, ton produit, il ne me plaît pas, ou ton projet, il ne me plaît pas, je n'achète pas. Donc, c'était notre étude de marché grandeur nature et c'est venu valider le projet. Deuxièmement, je te parlais de la trésorerie tout à l'heure. On a mis finalement très peu de fonds. De mémoire, on a mis 5 ou 6 000 euros chacun dans le projet, ce qui est extrêmement peu pour lancer un projet. Donc évidemment, ça ne nous permettait pas de lancer notre première production. Alors que le crowdfunding, on vend, on prend la trésor parce qu'on s'est versé à quelques jours à la fin de la campagne, et derrière on lance la prod, on paye nos fournisseurs et autres, et les gens reçoivent leurs chaussures 3 mois plus tard, le temps de produire. Donc en termes de trésor, c'est parfait. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas eu
à aller voir les banques, on n'a pas eu à mettre beaucoup de fonds, et c'est nos clients qui ont payé la première production, à l'époque d'ailleurs de 1000 paires, je m'en rappelle, stockées dans le garage de chez mes parents, pour la petite anecdote. Mais donc voilà, c'était à la fois une étude de marché et à la fois une avance de trésorerie qui était nécessaire pour lancer le projet. Donc, et on a fait de nos premiers clients, en fait, les ambassadeurs de la marque. Aujourd'hui, on a encore des clients qui étaient là en 2017, qui sont encore là aujourd'hui. Et voilà, tu les embarques avec toi. Donc ça, c'est vraiment ce qui est top sur une campagne de crowdfunding. Ben écoute, je te propose qu'on bascule dans la seconde partie où on va justement s'intéresser en détail à toutes ces campagnes que vous avez réalisées avec succès. Il faut le dire quand même, les chiffres, ils sont quand même top. Donc on en parlait juste à l'instant. La première campagne, donc vous arrivez avec 237 contributions pour un total de 17 083 €, pour être tout à fait précis. Tu vois, j'avais le chiffre en tête encore. Donc ça, c'est les chiffres à l'arrivée. Mais j'aimerais, moi, qu'on revienne sur un peu un mode d'emploi. Comment vous avez fait pour cette première campagne, sachant que vous n'aviez pas, tu le disais juste avant, plus de connaissances que ça. Est-ce que tu arrives à recapturer les différentes étapes pour essayer d'aider les gens là, qui potentiellement ont une campagne qui arrive dans les prochains mois et qui se disent « Waouh, je ne sais pas trop par où commencer ». Ouais, je les ai toujours en tête, sachant qu'on a fait d'autres campagnes après, on a progressé avec le temps. Donc ce qu'on a fait en 2017, c'est pas forcément l'idéal. On a fait des erreurs et on a mieux fait après, et ça s'est retranscrit aussi dans les chiffres. La première chose, nous, comme je disais, on était dans l'action, donc c'était de faire nos produits. Donc en fait, on est parti du Vietnam, on a été voir les artisans pour faire les tistages à la main, on a été voir une asso pour reverser une partie alors qu'on donne le chiffre d'affaires alors qu'on n'en faisait pas, mais c'était important pour nous qu'il y ait ce pilier dès le début du projet. Et on a été voir des fournisseurs de matières premières et d'assemblage au Vietnam. L'idée étant que, vu que Ronan était basé au Vietnam et maintenant on a un salarié basé au Vietnam, qu'on puisse supprimer les intermédiaires, connaître nos fournisseurs, travailler en direct avec eux, de manière à, d'une, les rémunérer de manière juste, et de deux, avoir de la transparence de leur part qu'on puisse apporter à nos clients derrière. Donc ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc en fait, on est parti vraiment de ça, du produit. On a fait différents échantillons. Alors à l'époque, on voulait travailler sur aussi... on était aussi sur l'éco-responsabilité comme aujourd'hui. On a attaqué la chose par des matières comme le chanvre, du coton bio, de la teinture végétale, donc avec du curcuma, je me rappelle, de l'indigo et autres. En fait, on s'est rendu compte à quel point fabriquer une chaussure, c'était technique. Et typiquement, la teinture végétale, on a dû l'oublier parce qu'en fait, c'était injouable. Ça déteignait, c'était juste là, on a mis la barre juste trop haut. Donc, il a fallu aussi revoir notre copie. Donc on est parti vraiment du produit, de la chaussure, avec différents échantillons, et en se disant, dès le début, on va lancer notre produit en crowdfunding. Donc comment commencer à créer une communauté, c'est-à-dire que oui, les plateformes en question, elles vont nous amener des clients, mais c'est aussi à nous de communiquer sur nos proches, de manière à pouvoir amener nos propres clients sur la campagne. Et donc en fait, très vite, on a créé nos réseaux sociaux. Donc à l'époque, probablement Instagram, mais c'était surtout Facebook. Et donc avec nos proches et nos proches de proches, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais ça ne devait pas aller chiffrer bien haut. Pour autant, c'était des gens qui étaient à fond derrière nous et à fond derrière le projet. Et en gros, on les a mis à contribution sur le produit. On partageait nos premiers échantillons en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et on prenait leur retour. On les a mis en contribution aussi sur la création du logo, du premier logo, qui n'est pas celui aujourd'hui. On est passé par différentes étapes. Et même sur le nom de marque. C'est-à-dire que Ngo, on voulait un nom à consonance vietnamienne. Donc Ngo, c'est un nom de famille et ça peut vouloir dire différentes choses en vietnamien. Nous, il n'y a pas d'accent, donc ça ne veut rien dire littéralement parlant. Mais il y a la consonance vietnamienne et on le transposait en Ngo for Social Sneakers. Et en fait, on a proposé différents noms de marque et c'est Ngo qui est ressorti en numéro 1 des votes. Donc là aussi, on était dans la co-création, dans la contribution. Et finalement, en fait, ça faisait de l'interaction et on les teasait. Et en gros, c'était, voilà, vous avez pris part au début du projet, ça y est, boum, c'est lancé. Dans 3 jours, on lance notre campagne de crowdfunding et vous allez pouvoir acheter nos produits. Et en fait, ça a été
un super moteur parce que, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais de mémoire, en l'espace de quelques jours seulement, on a atteint notre objectif. Et quand tu fais une campagne, maintenant tous les conseillers Ulule et autres te le disent, il faut très vite atteindre ton objectif en 24-48 heures. Après, généralement, ça stabilise et tu refais un boom les 48 dernières heures. Donc ça fait boom au début, ça stabilise un peu, enfin c'est un petit rythme de croisière et boom à la fin. Donc on a réussi à faire ça en teasant notre première communauté de clients. Donc ça, voilà, on l'a très bien fait comme ça. Et ce qu'on a mal fait à l'époque, mais le contexte a joué en notre faveur, c'est qu'on avait préparé la campagne en amont, c'est-à-dire le storytelling, la vidéo, avec mon pote Léo qui nous a là aussi toujours aidé à la vidéo. Tu vois, je parlais de potes tout à l'heure, on n'avait pas de budget pour faire une vidéo. Une bonne vidéo, ça chiffre, on n'avait pas ce budget. Donc en fait, j'ai fait appel à mon pote qui était dans l'audiovisuel. Il m'a dit ouais, carrément, ça me plaît trop de vous aider à faire ça. On a été tourné à côté de l'éléphant à Nantes, on a fait une vidéo et ça a été notre vidéo de crowdfunding. Voilà. Et on a fait appel on avait une stagiaire à l'époque, tu sais, les stages de moins de 2 mois non rémunérés, qui nous a aidé pour la campagne à faire toute la page de la campagne de crowdfunding, à créer le storytelling, etc. On a fait le shooting de nos photos dès qu'on avait, au Vietnam d'ailleurs, dès qu'on avait des échantillons finaux. Voilà, donc tout ça, ça a été la phase amont. Ce qu'on avait mal calculé, c'est que la com, ça se prépare aussi. Et en fait, on a été pendant la campagne, je crois que la campagne faisait 1 mois et demi, on a été à faire de la com et aller chercher des relais de com pendant la campagne. Et en fait, le conseil que je donne maintenant, c'est que ça s'anticipe, ça se prépare, parce qu'une campagne, ça passe vite. Et heureusement, c'était un peu le début du crowdfunding à l'époque. Aujourd'hui, si tu vas voir des médias en leur disant « je fais une campagne, parlez-en », ils sont surblindés de ce genre de demande, ils ne le font plus. Et en plus, il y a un but commercial derrière. À l'époque, si, ils l'ont fait. Donc en fait, il y a plein de journaux et de radios locales, Ouest France, Presse Océan, il y a eu Fun Radio, il y avait eu Énergie, enfin bref, il y a eu pas mal de relais médias qui sont venus vers nous. Donc ça a été la chance qu'on a eue, c'est que c'est eux qui sont venus vers nous. Et puis une fois que tu commences à avoir un premier relais média, en fait, ça fait effet boule de neige. Et donc on a eu un super relais, ça a amené du trafic sur la page. Du coup, qui dit trafic dit que tu te retrouves en homepage de KissKissBankBank parce que c'est l'algorithme qui fait que tu te retrouves en homepage. Donc, tu as encore plus de monde sur la campagne. Et on s'était retrouvés, je crois, dans leur newsletter. Bref, en fait, tout a bien déroulé. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance. Je pense que c'est surtout lié au contexte, au fait qu'on était encore peu de marques, que le projet était mine de rien novateur quand même, il faut le dire, même si on n'est pas des pionniers comme Veja, pour autant, il était quand même novateur. Et donc tout ça a fait que pendant la campagne, il y a eu un effet de com boule de neige. Les fois d'après, heureusement, on a anticipé tout ça de manière à ne pas être pris court par le temps, parce qu'une campagne, ça passe extrêmement vite et souvent, on n'a pas le temps de tout faire. Donc voilà un peu la construction, le produit d'abord, la préparation de la page avec les outils de communication et communiquer pendant avec les médias, avec les réseaux sociaux et avec quelques relais influenceurs à l'époque. Ouais, vous avez fait aussi un peu ça. Okay. Ouais, alors sur des micro-influenceurs avec des dons de chaussures et pas des partenariats payants, mais pour autant, c'était multiplier les ambassadeurs et les relais de com pour la marque. Ouais, je sens beaucoup de soyez malin, enfin soyez débrouillard et n'hésitez pas à demander, parce qu'il y a aussi, je pense, des gens qui parfois n'osent pas demander. Alors c'est solliciter le réseau, effectivement, c'est parce que on est peut-être effectivement à une personne de quelqu'un qui peut faire la vidéo, quelqu'un qui peut aller faire les photos. Je sens beaucoup de débrouillardise, en tout cas dans un premier jet de campagne comme ça. Très clairement. Et tu sais qu'encore aujourd'hui, aujourd'hui on est une boîte d'à peu près 10 personnes, on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, on reste encore dans la débrouillardise. Alors pas surtout, évidemment, on est beaucoup plus pro qu'avant et qu'on a plus de budget qu'avant, c'est certain. Mais pour autant, on n'a pas les budgets d'autres grandes marques qui nous sont concurrentes. Donc, il y a des fois, on doit aussi faire la débrouillardise. Et en même temps, je pense et on recrute les gens, nos salariés aussi, sur des gens qui sont capables de faire ça, qui n'ont pas l'habitude de travailler qu'avec des budgets de 2 millions sur de la com. Comment tu fais quand tu as 150 000 euros de budget par an sur la com? Des fois, tu te débrouilles, tu dois être malin. Et finalement, en étant malin, des fois, on fait des trucs très sympas. Et à l'époque, c'est ce qu'on a fait. On a fait appel à nos réseaux, à nos proches.
Et tu as raison de dire qu'en effet, des fois, on n'ose pas. On n'ose pas demander. Et quand des créateurs d'entreprise viennent vers moi, je leur dis, mais ton idée, n'aie pas peur, on entend, on va me piquer l'idée, etc. Mais non, parle-en autour de toi, confronte-la à un maximum de personnes, rencontre des chefs d'entreprise, propose-leur un déj, un café. Au pire, tu n'as pas de réponse. Et au mieux, tu as un super échange et ça t'apprend et ça te fait avancer. Donc, ose le faire. Moi, j'ai osé le faire à l'époque, j'ose le faire encore maintenant. Et je crois que mon associé Ronan, lui, il a encore plus osé que moi le faire. Lui, il était à fond là-dedans. Lui, il te bombarde les potes, le réseau, le machin. Alors, des fois, lui, c'était un peu trop. Certains disent, ouais, bon, t'es bien gentil, Ronan, mais tu nous as déjà sollicité 10-20 fois. Mais il n'hésite pas, il y va. Et il se dit, après tout, les proches sont aussi là pour ça, pour aider quand il y a besoin d'aider. Donc, au pire, ils ne le font pas ou ils ne répondent pas. Mais bon, moi, j'ai fait la démarche de demander de l'aide ou un soutien, quoi. Ok. Après la première campagne, donc il y en a eu plusieurs. Donc 2018, tu en parlais tout à l'heure, lancement de la première collection automne-hiver, c'est dont tu parlais, c'est la Saigon, c'est ça le Ouais, modèle, c'est ça. 663% de réussite. Ensuite, on a en 2020 le lancement du premier backpack recyclé, qui là aussi fonctionne bien, parce qu'on a 241% de réussite sur le résultat. 2022, lancement d'une nouvelle collection, plus en hommage aux années 80, 198% de réussite. Ça a été quoi c'est parce que la première a marché, vous vous êtes dit, bon bah ok, dès qu'on sort un produit, on repart sur la même dynamique, et t'en parlais tout à l'heure, ça a été quoi justement les différences que tu as observées, ça s'est professionnalisé? Ouais, C'est quoi le regard que tu as sur les autres campagnes? ça s'est clairement professionnalisé. Et la démarche a été. Donc, la première sur KissKissBankBank, c'est le lancement. La deuxième en 2018 sur Ulule, c'est on sort un nouveau produit. La première a marché, donc on va le relancer sur du crowdfunding. Et cette fois-ci, sur Ulule, qui avait pris un petit pas d'avance sur KissKissBankBank sur les projets mode. Et au final, je crois que de mémoire, en termes de chiffres, ça reste notre meilleure campagne. On a dû finir à pas loin de 50 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. La troisième, c'est nouveau produit, sac à dos. Pour la première fois, on lance des sacs à dos. Donc là aussi, on se dit, c'est évident, nouveau produit, nouveau typologie de produit. Boom, campagne Ulule, ça refonctionne bien. Mais vu qu'on se professionnalise, ça prend aussi beaucoup plus de temps à nous et aux équipes. Et donc, je me rappelle me dire, à la fin de la campagne, c'est la dernière qu'on fait. C'est la dernière parce que aussi, on considère que les campagnes, souvent, c'est plus pour se lancer. Et ça y est, la marque, elle a quelques années, elle commence à avoir une petite notoriété, même si on reste encore minuscule. Donc, les campagnes, c'est plus pour nous. Et au final, donc ça c'était sur les backpacks, et au final 2 ans après, on en relance une sur le modèle loué en se disant là on est quand même sur un tout nouveau produit, plus typé sneakers, on réinvestit dans un nouveau moule de semelles, une toute nouvelle forme de chaussures, ce qui est la première fois finalement depuis le modèle de 2018. Bon, en vrai ça mérite quand même une campagne, donc on en refait une pour finir enfin par une levée de fonds qui est là un autre type de campagne. Mais là, je le redis, je pense que sur des lancements de produits, normalement, le modèle Oué qu'on a sorti du coup en 2022, si ma mémoire est bonne, sur Ulule, ça devrait être notre dernière campagne de crowdfunding. Pourquoi ? Parce qu'en effet, à se professionnaliser, ça prend aussi beaucoup plus de temps. Je dis souvent en amont, il faut 2 à 3 mois minimum de préparation avant. Donc le temps d'écrire le brief, de faire la vidéo, de faire le shooting, de préparer toute la campagne. Cette fois-ci aussi de tout préparer en amont, c'est-à-dire d'avoir déjà de près tous nos teasing et nos relais comme influenceurs, RP, médias, etc. De manière à ce qu'en fait, avant même la campagne, on les a déjà sollicités et mis dans le calendrier sur le mois de campagne, et tout est déjà ficelé. Et en fait, pendant la campagne, on est plutôt sur de la relance et pas de la sollicitation. On les a déjà sollicités avant, ce qui fait gagner un temps fou et maximise le nombre de relais. Et à l'époque, on avait donc notre responsable e-commerce, Régis, qui était avec nous. Et Régis nous a fait passer un cap sur le suivi, le tracking de tout ça. C'est comment on voit qui arrive sur la campagne, par quel biais, etc. Donc en fait, on avait créé des liens spécifiques, liens pour Insta, liens pour les médias, etc. Donc ça nous permettait de mesurer les choses, de savoir d'où venaient les gens, et donc où mettre nos efforts et notre énergie pendant la campagne lorsqu'on faisait une relance.
je dis n'importe quoi, si on avait créé un lien pour un article sur un blog et que ça nous a rapporté 10 personnes versus on avait créé un lien où en fait on avait fait un passage sur une radio et que ça avait cartonné, c'est peut-être eux où il faut solliciter plutôt que l'autre. Voilà. Donc ça nous permettait d'axer notre énergie là où il fallait. Et on avait aussi fait quelque chose qui s'appelle une landing page, c'est-à-dire qu'avant, on renvoyait les gens vers la campagne de crowdfunding ou vers le site, et en fait, on perdait des gens parce qu'ils ne comprenaient pas trop le discours, tout le monde n'est pas au fait non plus de ce que c'est une campagne de crowdfunding. Donc en fait, en amont de la campagne et pendant la campagne, on les renvoyait vers une page qu'on avait créée, donc une landing page qui synthétisait ce qu'était la marque et nos valeurs, ce qu'était le produit, donc soit le modèle loué, soit le backpack recyclé, et on leur proposait de laisser leur mail pour être tenu au courant du lancement de la campagne et pour avoir un tarif attractif, qu'on appelle un tarif Early Bird. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé en fait à passer un cap dès le début de la campagne. C'est-à-dire que tout ce travail-là, on chopait des prospects, des leads, au-delà de notre communauté qui nous connaissait déjà. Donc là, le but, c'était d'aller chercher des nouveaux clients. Et au moment du lancement de la campagne, à tous ces gens-là, on leur disait, ça y est, vous avez votre accès privilégié à l'ouverture de la campagne. On faisait même des fois des pré-ouvertures. Et on leur disait, voilà, vous avez 24 heures pour bénéficier du meilleur tarif de la campagne à moins 20, moins 30% sur le prix final public. Et boum, en 24 heures, on avait déjà atteint notre objectif. Ce qui fait que quand on l'ouvrait au grand public, en fait, ça rassure. Ils disent, ok, le projet, il marche. L'objectif, il est déjà atteint. Donc, en fait, c'est sûr que j'aurai mon produit parce que la campagne va être validée. Et en fait, ça rassure et ça enclenche une dynamique. Voilà, donc ça, toutes ces choses un peu plus qui relèvent plus du web marketing, du e-commerce, c'est surtout là-dessus qu'on s'est professionnalisé et où on s'est amélioré au fil des campagnes, et notamment quand on s'est entouré de salariés qui sont experts de ça. Ok. Et sur la partie émotion et énergie, est-ce que tu as noté aussi une différence dans votre façon d'aborder les choses? Parce que j'imagine que pour la première, qui correspond en plus au lancement de la marque et tout, il doit y avoir une certaine excitation. Et est-ce que sur la dernière, il y a quand même plus d'expérience, on ne va pas retomber dans certains pièges. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour bien gérer aussi tout l'aspect, c'est ça, émotion, énergie, comment j'arrive à rester, à garder la tête froide? Alors déjà sur le ton de la campagne, au début on a mis un plus gros focus sur les valeurs, parce qu'en fait les gens ne nous connaissaient pas, donc on parlait à fond des valeurs de la marque, là où les autres campagnes considéraient que normalement certaines personnes nous connaissaient déjà. Donc on est plus allé sur un ton autour du produit, donc autour de la valeur ajoutée du produit, la proposition de valeur du produit. Donc le backpack recyclé, c'était tous ces compartiments, le côté pratique, fait à base de bouteilles de plastique recyclées, etc. etc. Donc on a plus mis le focus là-dessus. Et là où ça a été dur d'un point de vue énergie, c'est que au début, tu le fais vraiment pour faire vivre le projet, pour financer une production, et les gens ont vraiment ce sentiment de contribuer à un projet. Quelques années après, c'est un peu moins vrai parce qu'on a des salariés, on a une équipe, on a la trésorerie. Donc quelque part, ça devient plus une campagne de communication et de marketing autour d'un nouveau produit, d'un nouveau projet, que le lancement d'une aventure en tant que telle. Et ça, dans l'énergie à donner, dans le message, je trouve que c'est un peu moins facile d'embarquer. Et je pense que ça s'est ressenti parce que notre dernière campagne Oué, elle a très bien fonctionné. Tu disais plus de 200%. Ouais. Mais pour autant, on était en dessous de nos objectifs. On s'était dit, avec la notoriété, maintenant on est plus pro, on est plus dans l'équipe, etc. On va pouvoir fixer la barre plus haut. Et en fait, non. Je pense qu'on a moins mobilisé parce que y a des proches, si ils avaient déjà une paire de baskets, ils se disaient non, en fait, je l'achèterai quand j'aurai besoin sur le site internet demain. Voilà, ils existeront toujours demain. Donc il y avait moins ce côté mobilisation du premier cercle, et peut-être qu'on a moins réussi à dire aux gens, en fait, si on atteint ce palier-là, avant c'était si on atteint le premier palier, ça crée une entreprise. Donc c'est quand même fort comme contribution. La dernière campagne, c'était si on atteint ce palier, on finance la prod, on lance la prod.
bon, quelque part, si ça ne l'atteignait pas, on pouvait quand même la lancer, peut-être avec moins de produits, mais tu vois, c'est pas la même énergie, la même dynamique. Donc c'était un peu plus dur et c'est pour ça que je m'étais dit à la fin de la campagne, bon, c'est la dernière fois, je pense que les campagnes, c'est bien pour des lancements de produits ou de projets, un peu moins quand on commence déjà un peu à être connu et que, mine de rien, on sollicite régulièrement notre communauté. Ça peut aussi les fatiguer, ça peut s'essouffler. Ouais, c'est vrai, Donc, ça. faut faire attention à ça. Il y a plusieurs invités de cette première saison, là, de l'effet papillon, qui en parlent de ça, du côté. Alors, même s'il faut le faire, parce que, il faut parler du projet. Le côté, attention aussi, effectivement, à pas toujours en permanence à demander des choses aux gens, parce que ça peut être un peu, un peu saoulant, quoi. Ouais, clairement, il faut faire attention à ça. Ouais. Et tu vois, ça peut se ressentir dans le taux des inscriptions à tes newsletters ou autre. Enfin, nous, tu vois, typiquement, on envoie une newsletter par semaine, le samedi matin, qui n'est pas que produit, qui a autour de la transparence, de la mode, donc on relaie les podcasts, etc. Donc on a un très bon taux de clics, très bon taux d'ouverture, très peu de désinscriptions. Mais on voit qu'en période de campagne crowdfunding, tu communiques beaucoup plus. Tu vois, à la fin, tu vas faire le J-7, le J-5, le J-2. Donc les gens, mine de rien, sont un peu plus bombardés de mails, de trucs sur Insta, etc. Et la com tourne beaucoup autour de ça. Donc tu peux avoir un effet saturation. Il faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, ta boîte, elle ne se résume pas à la campagne. Et continue après. Et d'ailleurs, quand tu te lances, le plus dur, c'est même l'après-campagne. Quand tu te lances dans le grand bain, souvent, je dis, tu lances ton site internet, etc. Donc, faut faire attention à ça, à pas saturer. Et je pense que ces derniers temps, on leur a beaucoup demandé. Donc, il faut voilà, et notamment avec la levée de fonds l'année dernière, où on a ouvert le capital à qui voulait sur la plateforme Lita. Donc, faut trouver le bon juste milieu, tout simplement. Ok. Merci pour cette deuxième partie, Kevin. Plein de conseils hyper concrets, activables. Non, je pense que vraiment ça peut aider et je trouve qu'en plus tu racontes bien les différentes étapes et ce qui s'est joué pour vous, donc c'est très très cool. On va enchaîner sur la troisième et dernière partie de cette conversation. On espère que vous passez un bon moment avec nous. En tout cas, tu parlais de levée de fonds à l'instant, donc c'est une levée de fonds qui s'est faite l'an dernier, enfin en tout cas au moment où on enregistre cette conversation. J'aimerais que tu me parles de cette nouvelle étape dans l'histoire d'Engo. Alors, pourquoi une levée de fonds? Qu'est-ce qui se joue pour vous avec cette expérience-là? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors comme je disais, donc, la trésorerie pour toute entreprise, c'est le nerf de la guerre. Et nous, pour nous développer, il a fallu passer par différents paliers. La première année, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, puis 450 000, puis 900 000, puis un peu plus d'1 million. Et à chaque fois, ça, c'est des paliers en termes de trésorerie, puisque quand on produit et qu'on fait venir en conteneur maritime, au moment où le conteneur il part du Vietnam, on a payé 100% de la production. Ensuite, on a un mois et demi en mer, puis on livre nos clients et on travaille beaucoup en magasin, donc en wholesale, c'est pas nos magasins mais des revendeurs, qui eux vont nous payer en moyenne à 30 à 60 jours après la livraison. Tout ce délai entre le moment où on paye le conteneur et le moment où on encaisse la trésorerie, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Ça, il faut pouvoir le financer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé face à des situations où quand on a commencé à travailler avec le groupe Eram, avec les Galeries Lafayette, on avait des belles commandes, mais où il fallait produire et encaisser l'argent de cette production, et donc le chiffre d'affaires, X mois après. Sauf que quand tu n'as pas la trésorerie à avancer pour produire, en fait, tu peux ne pas grandir ou tu peux même mourir, tu peux t'arrêter. Donc là, heureusement, on a été voir différents acteurs, et à chaque fois avec des montants de plus en plus importants, et à chaque fois avec à la fois les banques et à la fois des prêts d'honneur sur des réseaux de chefs d'entreprise. Donc il y a eu Initiative Nantes, il y a eu Réseau Entreprendre, qui est un réseau magnifique que je conseille à tous les entrepreneurs. Il y a eu France Active, il y a eu la CCI. Voilà, ils nous ont à chaque fois, à chaque étape du projet, aidé à nous financer. Et ça rassurait les banques. Donc ça nous permettait d'avoir en complément un emprunt du même montant. Et ce qui fait que grâce à ça, on a passé les différentes étapes sans jamais ouvrir le capital social. Donc on est resté à 50-50 au capital, Ronan et moi. Et c'était une vraie volonté de notre part, de façon à rester libre et indépendant. Et notre liberté entrepreneuriale, ça valait tout. Et je le précise, en étant rentable chaque année, et ce dès
dès la première année. Donc ça, c'était quand même une force de notre part et qui rassurait les banques et les organismes financiers. Et en 2022, je m'en rappelle, je reviens de mes vacances, fin août, début septembre, et je dis à Ronan, voilà, là, je sens qu'on est à une transition. On a toujours été en croissance, on a toujours été rentable, mais aujourd'hui, la trésorerie qu'on arrive à aller chercher via les banques et autres, en fait, on commence à avoir plus de coûts fixes parce que tu arrives à peu près 10 salariés, donc tu as beaucoup plus de coûts fixes qu'au début. Et en fait, tu te dis, ta trésorerie, elle sert à maintenir l'existant, mais elle ne sert plus à financer de nouveaux projets. Et l'idée n'est pas forcément d'être dans la croissance pour la croissance, mais c'est que tu as envie de faire plein de choses en matière de RSE, par exemple, de recyclabilité de nos produits, de R&D. Tu as envie d'y mettre de l'investissement et des budgets. On avait envie de développer, par exemple, de la bagagerie. On était beaucoup présent en Allemagne via un distributeur. On voulait intensifier notre présence en Allemagne. Tout ça, ça mérite de la trésorerie. Et on ne pouvait plus aller le chercher uniquement auprès des banques. Donc, en fait, j'ai dit à Ronan, si on veut continuer à grandir et se développer et se faire plaisir, encore une fois, je reviens sur le projet de kiff de mec de 25 ans, c'est encore le gars quelques années après avec des mecs de 32-33 ans. Et aussi de faire kiffer nos équipes maintenant, parce qu'on a tous envie de faire des choses constructives. Faut qu'on aille chercher plus de trésorerie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ouvre notre capital pour la première fois. Donc ça, c'est en 2022. Et je lui dis, par contre, on ne va pas le faire n'importe comment. C'est une première levée de fonds. Je pense que si on rentre dans cette logique-là, il y aura d'autres levées de fonds. Généralement, quand tu commences à ouvrir le capital, tu fais d'autres levées de fonds dans le futur. Donc, il faut que on ouvre une part minoritaire de capital. Donc, aujourd'hui, on a cédé 12% de capital social. Le max qu'on s'était fixé, c'était 20-25% pour cette première levée. Et de deux, vu qu'on... c'est un peu dur de lâcher une part de son bébé, quelque part, et qu'on veut garder notre liberté et notre indépendance dans l'entrepreneuriat, on se dit que mieux vaut une multitude d'acteurs où personne, quelque part, tout seul pèse au capital, plutôt qu'un gros acteur qui pourrait éventuellement, je ne dis pas que ce serait forcément le cas, mais qui pourrait nous mettre la pression ou nous faire dévier de notre trajectoire, de notre RSE ou autre. Donc je lui dis, on va pas faire appel à des fonds d'investissement, on va plutôt aller voir des petits porteurs de projets, des petits porteurs des investisseurs uniques qui sont des business angels. Donc en fait, je lui dis, moi j'ai un bon réseau sur Nantes et la région, donc je vais aller voir des réseaux de business angels. Donc pour citer le principal réseau qui nous accompagne aujourd'hui, c'est ABAB, qui est un réseau de business angels nantais. Et je vais les voir et ça a été notre premier oui dans la levée de fonds. Et puis on se dit aussi, en fait, depuis le début, on est dans la co-création. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, nos échantillons, notre marque, notre logo, on a fait appel à la co-création avec notre communauté et nos clients. Ensuite, on a lancé un processus d'innovation où là aussi, on les intègre dans la co-création de nos produits, de nos futurs produits, du besoin jusqu'au choix de matière, de coloris, etc. Et pourquoi ne pas faire ça en leur proposant de rentrer au capital social et en fait d'en faire de véritables ambassadeurs. Et donc c'est là où on se tourne vers l'ITA, qui est donc une plateforme de crowdfunding, où là on ne vend plus nos produits comme avant en précommande, mais on leur dit, à partir de 100 €, vous pouvez rentrer au capital de Ngo Shoes. Et donc on fait cette campagne-là. Et alors c'est là aussi extrêmement chronophage, mais pour nous ça fait sens et ça, y compris dans notre levée de fonds et dans l'ouverture de capital, ça rejoint nos valeurs de l'ouvrir à qui veut et d'avoir son mot à dire et d'avoir autour de nous finalement des gens qui croient dans le projet, qui ont envie d'aider à son développement. Et tu vois, si demain, l'année prochaine, on compte faire notre première AG avec tout le monde, là, c'est l'occasion de faire un événement sur Nantes, de faire venir tous ces gens-là. Enfin voilà, c'est quand même grâce à eux qu'on est là et qu'on vit aujourd'hui. Donc, et qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine d'artisans qui vivent de leur savoir-faire, qu'on a construit 6 écoles, qu'on a 10 salariés à Nantes et au Vietnam, où j'espère c'est des postes qui ont du sens. Enfin voilà. Donc c'est une manière de les remercier. Et c'est un projet qui va mettre 1 an, c'est-à-dire qu'on le démarre
fin 2022 pour le finir fin 2023. Un an parce que c'est extrêmement long d'abord ta création de business plan, ta vision, ta stratégie, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux embarquer tes investisseurs. Ensuite, tu contactes tout un tas d'investisseurs. Tu as toute la phase d'instruction où d'ailleurs tout le monde te pose les mêmes questions avec leur propre dossier. Donc tu te retrouves à faire les mêmes choses en x10. Mais bon, il faut passer par là. Donc tu pitches des tas de fois ton projet. Et en parallèle, tu vas voir les banques parce qu'il faut ouvrir le capital, mais il faut aussi faire du levier bancaire et aller voir les banques. Bref, c'est un temps de fou. 2023, ça m'a pris la majorité de mon temps. Ça m'a évidemment et malheureusement décentré de d'autres choses, mais il fallait passer par là. Et on termine fin 2023 avec une levée de fonds d'1 million, 1,2 million pour faire 3 choses. Développer une gamme de bagagerie et accessoires innovante, et on en dira plus bientôt là-dessus, mais le but c'est de ne pas faire juste des sacs pour faire des sacs. Il y a un côté utile, pratique dont on va bientôt communiquer et qui devrait sortir en 2025. L'international, où comme je disais, on est présent beaucoup en Allemagne, et là on veut intensifier notre présence en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Et enfin la R&D, comme je disais, on veut aller plus loin en matière de transparence, être pionnier là-dessus, et on peut être, nous, extrêmement flexible et réactif sur tous ces sujets. Et ben, ça va nous servir aussi à développer tout un tas de projets sur ce volet-là. Ouais, donc là, on est clairement passé à un niveau supérieur. Je sens que ouais, c'est un changement de dimension et en même temps assez maîtrisé dans ce que j'entends, dans ce que tu racontes et ton partage d'expérience. J'ai l'impression même qu'on est presque dans une campagne un peu politique où il faut aller, tu vois, ayant bossé un peu dans ce milieu-là, à la communication, aller faire des meetings, tu dis pitcher plusieurs fois la même chose et tout. Et toi personnellement, ou même pour Ronan, ça vous fait quoi de voir que là, ouais, ça prend une dimension quand même super solide, quoi. Alors ouais, en effet, tu as raison, c'était une transition importante. J'ai eu le sentiment qu'on est passé de entrepreneur à chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est rentré dans des codes d'entreprise classiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste une petite marque, on rentre dans, comme je disais tout à l'heure, on a structuré notre gouvernance. Maintenant, on a un comité stratégique, etc. On a structuré notre équipe. Ça, c'est mon rôle maintenant de directeur général, de structurer l'équipe, de cadrer, de comment on travaille mieux ensemble, d'un point de vue collectif, etc. Pour atteindre des objectifs avec une strate, avec une vision, avec une mission. Toutes ces choses en fait qu'on nous disait de faire avant, mais où tu es dans le feu de l'action. Et en fait, tu es la petite marque qui fait du mieux que possible. Et en fait, à un moment donné, l'action, c'est bien, mais il faut aussi prendre du recul et se dire, OK, mais où on va, comment. Et j'ai eu le sentiment en 2023 de faire peut-être un petit pas en arrière, mais pour mieux avancer, pour mieux rebondir dans les prochaines années, savoir où on va. Et embarquer les gens avec nous autour de cette vision. C'est le travail qu'on a fait en 2023 et en effet, en ce sens, on a passé un cap. Pour autant, on reste une petite marque, hein, ça n'empêche pas, mais on a quand même passé un cap. Et dans la confiance qu'on a vis-à-vis de tout ça, c'est moi, ça me rassure de savoir où je vais et que j'ai plus l'impression de maîtriser les choses. Même s'il y a tout un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas, en ce moment le contexte économique, l'inflation, les problèmes maritimes, voilà, c'est autant de choses qu'on subit de plein fouet. Mais voilà, c'est important. Et après, sur ta question où tu disais, est-ce qu'on prend conscience de tout ça, mon associé beaucoup plus que moi. Okay. On est très différents, on est très complémentaires. Ronan, lui, il va plus... tu vois, je prends un exemple. La première fois où on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, Ronan, il aurait voulu qu'on fasse péter le champagne. Et sauf que en fait, tes comptes, donc on clôture 31-12, tes comptes, tu les as quelques mois après. Moi, j'étais déjà dans l'après, en fait. Okay. Moi, c'est mon problème, c'est que je ne suis pas dans le passé, je suis toujours dans le coup d'après. Okay. Et donc, en fait, on venait de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, cool. Moi, j'étais, ouais, mais attends, moi, il y a tel projet, c'est pas gagné, il faut encore qu'on fasse ça. Et du coup, non, il y a des fois, moi, pas suffisamment. Je suis pas assez à me dire, c'est trop cool ce qu'on a fait, regarde un peu derrière, tout le travail accompli, etc. Alors, je me le force à le faire parfois, notamment dans les moments durs où tu dis, bon, ça, quand même, ça te rassure et ça fait du bien. Et je le fais beaucoup moins et que mon associé, sûrement pas assez. Il faut le faire, il faut clairement le faire parce que sinon, en fait, dans l'entrepreneuriat, on est trop dans on gère, mine de rien, quand même beaucoup de problématiques. Je dis pas des problèmes, des problématiques qu'il faut résoudre.
Et ça, moi, j'adore. C'est des challenges et ça prend du temps et de l'énergie. Mais il faut aussi prendre des, des bonnes vibes et du coup de voir par où on est passé ou de prendre des projets plaisir, c'est cool. Et moi, tu vois, là, je vais plus aller prendre des projets plaisir je suis un passionné de sport, je fais beaucoup de sport et on a créé pas mal de collabs de choses dans le sport. On a fait un partenariat avec le HBC Nantes, le club de handball de Nantes depuis des années. Là, on lance le Stade Français dans le rugby. On a lancé avec, je suis cycliste, le Graal, ça a été un partenariat avec le Tour de France. Donc là aussi, tu te dis c'est impossible, tu le tentes sur LinkedIn, tu contactes 20 personnes d'ASO et boum, ça prend assez facilement et tu te dis mais en fait, comme quoi, faut le tenter et voilà. Et tous ces petits projets, ça c'est plus là où je vais aller prendre des satisfactions et me dire ça c'est mes projets coup de cœur, mes projets plaisir qui servent mine de rien aussi la notoriété et la visibilité de la marque, mais où tu dis waouh, c'est chouette et ça c'est ces produits collab co-branding. Ça, pour le coup, je les ai gardés chez moi. J'y touche pas. C'est un peu ma collection, tu vois. Et je me dis, si dans quelques années, pour X raisons, je suis plus chez Ngo, j'ai arrêté, on a vendu ou quoi que ce soit, bref, ça reste. Ça, c'est le produit. Je me dirais, ah ok, on a fait ça, c'est cool. Et je pense que dans ce moment-là, je me dirais, ouais, je me retournerais vers l'arrière, je me dirais, on a quand même fait ça, on peut être fier de nous. T'as ton armoire à trophées à la maison quand même. Et en plus, bien évidemment, avec à chaque fois sur le produit, c'est cette partie tissage ethnique et tout le travail qu'on fait avec les artisans, les services de savoir-faire, la construction d'écoles, tout ça, évidemment, c'est ce pourquoi on a fait le Ngo à la base, ce pourquoi on le fait encore aujourd'hui. Et ça restera toujours. Et évidemment, c'est ce sens qu'on était venu chercher. On le donne à nos clients, on le donne à nos salariés, et c'est autour de ça qu'on embarque. Comme je dis souvent, c'est l'activité économique de l'entreprise, ce n'est qu'un moyen pour atteindre le but qu'est de faire du sens et d'apporter notre petite patte à cette industrie de la mode pour être avoir un apport d'un point de vue social, sociétal, environnemental. Voilà. C'est un moyen pour atteindre ça. Ouais. Donc ça, il ne faut surtout pas le perdre de l'esprit et vraiment que ça reste le focus et la ligne directrice. Justement, le milieu de la mode, ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis, toi, sur si on prend un petit peu de recul par rapport à Ngo. Toi, en tant que chef d'entreprise dans ce secteur-là, mais aussi citoyen et consommateur, comment tu le vois aujourd'hui, ce monde de la mode? C'est quoi les défis, alors même s'ils sont quand même assez connus et qu'on en parle de plus en plus, au moment où on se parle, la France a pris des dispositions en termes de législation sur des marques comme Shein. C'est quoi, toi, ton regard aujourd'hui sur ce monde-là? C'est quoi les défis? Ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis. Les défis sont clairs, c'est que le problème, c'est la fast fashion. Aujourd'hui, la mode, c'est... et on a beau là se parler de mode éthique, etc., ça reste une minorité de personnes, la majorité des gens, et je comprends tout à fait parce qu'on a... là, on parle de toutes les classes sociales, de tous les pouvoirs d'achat, etc., ça reste le prix. Et quand tu peux te payer un t-shirt à 2 euros, tout le monde n'a pas la réflexion de se dire oui d'accord, mais s'il est à 2 euros, comment il a été fait, dans quelles conditions, etc. Donc le problème, c'est en effet, comme tu l'as dit, des marques comme Shein qui sont dans l'ultra fast fashion où on produit X milliers de nouvelles collections par saison sur une temporalité extrêmement faible de quelques semaines, de quelques mois, où on pousse à la consommation avec des bas prix. Et qui dit pousser à la consommation, dit surproduction derrière. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un impact carbone extrêmement fort à produire à outrance. Derrière, ça crée du déchet où on ne sait pas gérer. La plupart des vêtements, des chaussures aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Et en plus de ça, tout ça est fait la plupart du temps dans des conditions sociales désastreuses, avec aucun respect du code du travail et des gens qui fabriquent ces vêtements ou ces chaussures. Donc le constat, il est clairement horrible. C'est ce pourquoi on a voulu créer Ngo et ce pourquoi on continue de se battre pour Ngo. Et notamment, quand on crée des collections intemporelles, basiques, qui doivent durer dans le temps. C'est-à-dire qu'une collection chez nous, elle ne doit pas durer 6 mois. Les prix doivent être maintenus tout le temps. Et sauf si on se trompe sur un coloris et autres, où ça va finir sur notre outlet sur le site internet ou sur VP, normalement, une collection qui marche, elle dure dans le temps. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Saigon, on l'a sorti en 2018, on l'a encore aujourd'hui. Ça, c'est notre exemple et ce vers quoi on veut que la mode se tourne. Donc voilà, le constat, il est là.
On essaye à notre petite échelle d'améliorer les choses. Je pense qu'en effet, il faut que quand même ça passe par davantage de législation. Et ça, ce n'est pas de notre ressort, même si on peut pousser et on peut faire en sorte que ça aille vers de nouvelles lois. Mais je pense qu'il faut quand même de la législation là-dessus. Et nous, notre travail, c'est aussi de sensibiliser, d'essayer de montrer aux gens ce qui se cache derrière le prix, de donner davantage de transparence. Je prends un exemple. Là, en 2024, maintenant, tous nos produits, il va y avoir un QR code sur les packaging, les étiquettes, qui renverront vers plus d'infos qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, sur une chaussure, la seule vraie information que tu as, c'est le Made in. Made in France, Made in Vietnam, Made in China. Mais c'est tout. Mais ça te dit juste, en fait, où est-ce qu'a été assemblée la chaussure. Mais une chaussure, c'est une vingtaine de matières, une vingtaine de composants. Tu ne sais pas d'où ça vient, par qui ça a été fait, dans quelles conditions, etc. Tu n'as aucune information là-dessus. C'est complètement opaque. Ben ça, nous, avec le QR code, on vient dire, voilà, ton produit, tu vas savoir d'où vient chaque matière première de ce produit, dans quelles conditions ça a été fait, est-ce qu'on a des labellisations sur les matières, sur nos fournisseurs, on est certifié Bicorp depuis 2020. Voilà. Et ben, tout ça, on le met à disposition des consommateurs. On les sensibilise là-dessus. Après, ils prennent pas. Mais en tout cas, nous, on a fait notre travail, notre devoir de transparence. Et c'est vers ça, je pense, qu'il faut qu'on aille et qu'il y ait des législations qui obligent, comme on a dans l'alimentaire, à avoir davantage d'infos sur... on a envie de savoir qu'est-ce qu'on bouffe. Et ben, moi, je considère qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on porte. Parce que c'est en contact de la peau que ça peut faire extrêmement de mal. Et qu'à travers notre achat, c'est un acte politique, quelque part. Parce que on choisit ou pas de faire de valoriser une façon de faire, ou au contraire de valider quelqu'un qui a travaillé dans des conditions déplorables et où on n'aimerait pas que nous, nos enfants, travaillent comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de faire sans rentrer non plus dans des débats, des sujets politiques. C'est pas on est une marque, on n'est pas politicien. Mais voilà, on essaie de faire ça à notre échelle. Et j'y crois, même si là, le dernier contexte inflationniste et autres me fait un peu, parfois, me fait un peu peur parce que on voit que même dans l'alimentaire, tu vois, le recul du bio, etc. Et encore une fois, je le comprends sur l'enjeu du prix, mais c'est vrai que ça fait peur de se dire que des fois on avance, puis en fait on fait 3 pas en arrière et ça peine quand même un peu à avancer. Et quand on voit la force marketing d'une marque comme Shine, c'est dur de rivaliser, enfin c'est même impossible de rivaliser. Donc voilà, il y a des gros enjeux et pour autant là on se parle de marque et de création de produits. Je pense que le mieux quand même, ça reste de faire avec ce qu'on a, de ne pas acheter, de se questionner le besoin avant d'acheter. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans une course à la croissance, c'est qu'on ne va pas pousser nos consommateurs à acheter nos produits. Souvent on dit le produit le plus écologique, c'est celui qu'on a déjà, et pas la énième marque en matière recyclée qu'on va acheter. Ça c'est vrai, et ça fait partie de notre leitmotiv, moins mais mieux. Et oui, en effet, si on a besoin d'une marque de chaussures, j'ai envie que les gens se tournent vers Ngo plutôt que vers Nike ou Adidas, c'est clair. Mais si les gens ont leur paire de Nike qui tient et qu'ils peuvent faire encore 4 ans avec, qu'ils fassent 4 ans avec et qu'ils n'achètent pas Ngo. Ne produisons pas ce dont on n'a pas besoin, parce que ça crée du déchet, parce que c'est ça qui génère de l'impact carbone. Et derrière, on ne sait pas gérer autant de vêtements. Donc, faisons avec ce qu'on a et en fait, finalement, restons dans quelque chose de mesuré. Et je pense qu'on a tous largement de quoi se saper correctement et ne tombons pas du coup dans les travers de la mode qui nous poussent à acheter toujours plus des choses qui sont à la mode que 6 mois, quoi. C'est hyper intéressant comme vision. Je trouve que tu soulèves assez bien les difficultés et en même temps les enjeux que sont les nôtres aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure dans la première partie du fait que donc Ngo, on est sur une marque qui a vraiment envie de bouger les choses dans l'écosystème de la sneakers et de la mode éthique. Qu'est-ce qu'on répond quand on vous dit mais vous produisez au Vietnam? Est-ce que ça a été quelque chose? Est-ce que du coup en termes de carbone et tout, vous produisez ailleurs? Alors bien qu'on a bien compris que c'était aussi au profit, enfin en tout cas que c'était un projet global et que c'est pas juste une question de coût, c'est qu'il y a un vrai impact sur le terrain. Ouais. Malgré tout, ça c'est une remarque qu'on peut vous faire et ça m'amène cette question-là, c'est quel conseil toi tu pourrais donner à des entrepreneurs qui sont
dans des milieux où en fait on va juger leurs moindres faits et gestes parce qu'ils portent justement une vision assez, pas idéaliste, mais en tout cas où on essaie d'améliorer les choses. Je sais que c'est revenu chez l'une des invitées de cette saison où, avec son agence de voyage, donc Maëva Fairtrotter, où elle porte une vision du tourisme durable. Mais en fait, il y a plein de gens qui vont lui dire oui, mais regarde, tu fais ça comme ça finalement. Est-ce que tout ça, c'est pas du bullshit quoi? Toi, qu'est-ce que tu réponds quand on parle de ça? Ce que tu décris là, ça s'appelle le green bashing. Ouais. On connaît le greenwashing qui est pratiqué par un tas de marques, mais ça s'appelle le green bashing. Et en effet, on en est victime, ça c'est clair, mais parce que les citoyens sont faits comme ça, c'est plus facile de critiquer que de faire, et il y aura toujours des gens pour critiquer, surtout sur les réseaux sociaux. C'est surtout là finalement où on se fait bâcher, parce que quelque part les gens qui nous connaissent, qui sont clients ou pas, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, ils voient le projet global, ils savent pourquoi on a été au Vietnam, ils savent l'histoire de Renault avec le Vietnam, ils savent ce qu'on fait avec les artisans, avec les écoles, etc. Donc ça prend tout son sens. Alors pour autant, on a créé une page sur notre site, c'est pourquoi produire au Vietnam ne veut pas dire produire mal. Donc on explique tout ça. Donc on doit pas s'en défendre, mais en tout cas l'expliquer. Et c'est quand on nous attaque, on répond par des faits. Et puis si la personne ne la convainc pas, c'est pas grave, on peut pas convaincre tout le monde. En effet, ça n'empêchera pas les critiques. On nous critiquera toujours sur le fait d'être made in Vietnam. Pour autant, ces mêmes gens-là, si on fabriquait en France, je suis même pas sûr qu'ils seraient clients, parce qu'après ils nous diraient bah ouais, mais vous faites une pompe à 200 €. Ah bah oui, mais en fait si tu fais du made in France, à un moment donné tu peux pas faire une pompe à 50 balles non plus. Donc en fait c'est les gens, je pense, qui seront toujours dans la critique. Je parlais tout à l'heure de passer à l'action, d'irrationalité, etc. Je pense que c'est des gens, eux, ils passeront jamais à l'action et ils seront juste bons à critiquer. Donc on leur répond gentiment, mais on ne va pas s'attarder sur ces gens-là. Nous, on s'attarde sur notre ADN, ce qu'on fait. On met en avant ce qu'on fait de bien, mais aussi on est clairvoyant sur le fait qu'on met en voyant ce qu'on fait de mal ou pas assez bien. Et là, on doit progresser. Typiquement, on publie notre bilan carbone sur notre site internet. On met dedans là où on a amélioré, mais on met aussi les pistes d'amélioration et ce qu'on doit faire. Et ça nous engage vis-à-vis de nos consommateurs, de nos clients. Et dans le cadre de la levée de fonds, d'ailleurs, on a aussi des obligations de reporting, pas que financier, de reporting aussi social et environnemental. Donc on est en train de formaliser tout ça. Ça nous coûte de l'argent. Quand on se fait labelliser B Corp, ça nous coûte. Quand on fait un bilan carbone, ça nous coûte, même s'il y a des aides de l'ADEME. Donc ça, c'est une vraie volonté de notre part dans la logique de transparence. Et qui dit transparent, dit en effet de montrer aussi des choses que tu fais moins bien. Tu parlais de bilan carbone. Il a fallu aussi, quand on parlait justement, on nous disait ouais, mais vous faites au Vietnam, etc. Mais en fait, il a fallu mettre des chiffres sur tout ça. Et les chiffres nous ont dit, on fait venir, nous, en moyenne, 2 à 4 conteneurs par an. Ça représente 4 à 6% de notre impact carbone. Donc, au final, extrêmement peu, comparé aux 75 à 80% de la fabrication des chaussures. C'est-à-dire que fabriquer toutes les matières premières, même si elles sont en matière recyclée, assembler la chaussure, etc., c'est ça qui génère de l'impact carbone. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est produire pour un besoin et pas surproduire, parce qu'en fait c'est ça qui génère de l'impact. Donc en fait c'est derrière on se dit ok, il faut qu'on communique là-dessus, il faut qu'on aille sur des produits intemporels, basiques, pas pousser à la surproduction et à la surconsommation, donc maintenir des prix juste toute l'année, communiquer là-dessus. Voilà, notre impact il est aussi là. Et après agir sur la chaussure en tant que telle, où il faut trouver le bon juste milieu entre des matières recyclées plutôt que des matières conventionnelles ou biosourcées, etc. Pour autant que le produit soit durable et dure dans le temps. Voilà. Et qu'en fin de vie, on puisse soit le réparer chez des cordonniers, ce qu'on fait avec notre dispositif Second Life, soit le recycler. Et là, on travaille avec Revival dans le Nord pour ça, notamment sur la partie semelle en caoutchouc, pour que ça ne devienne pas un déchet. Voilà, donc c'est le sujet environnemental, c'est tout ça, c'est tout le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie et son recyclage. Donc tout ça, c'est ce qu'on mesure, ce qu'on explique. Et donc, pour en revenir sur ce que tu dis, les gens qui critiquent, je pense qu'ils n'ont pas, au moment où ils critiquent, toutes les connaissances de tout ça, de tout ce qu'on fait, de bien, de moins bien, etc. Ils voient juste Vietnam.
Et ils se disent ah bah d'accord, ça se dit éthique et c'est au Vietnam, c'est facile, etc. Bon, c'est les mêmes personnes, où si tu as une étiquette Made in France, ils vont pas se poser la question de ce qu'il y a réellement derrière. Un Made in France, c'est pas forcément toujours plus vertueux et éthique qu'un Made in Vietnam. Alors oui, on se dit, ok, il y a le code du travail français, etc. Même si on pourrait se poser la question que des gens payés au SMIC, est-ce que c'est vraiment aussi bien que des gens mieux payés que le salaire minimum au Vietnam? On pourrait se poser la question. Et surtout, dans la mode, que je disais tout à l'heure, c'est pas que l'assemblage. Il y a une vingtaine de matières premières. Il se trouve qu'en France, on n'a pas de coton. Il y a plein de matières qu'on n'a pas. On n'a pas de caoutchouc. Alors oui, on a du cuir. Mais en fait, si nous, on devait fabriquer une chaussure en France, il y a plein de matières qu'on continuerait de faire venir d'Asie. Et sauf que du coup, on ne serait plus basé en Asie comme c'est le cas aujourd'hui. Là où aujourd'hui, on fait tout au Vietnam, en local. On connaît nos fournisseurs, on va chez eux, on les visite. Et comme je disais tout à l'heure, on supprime les intermédiaires. Si on passe par une usine en France et qu'on passe par eux comme intermédiaire, finalement, quelle est la transparence et la visibilité qu'on a sur notre approvisionnement en matières premières? On ne va pas aller visiter un fournisseur en Chine, un fournisseur à Taïwan, un fournisseur au Vietnam. C'est trop technique, trop coûteux. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que le Made in France c'est mal, hein, pas du tout. Je dis juste qu'il faut aller au-delà de l'étiquette et juste de l'information Made in. Il faut avoir plus d'informations. Et pour ça, c'est aux marques d'être transparents. Et si elles ne le font pas, à l'État de mettre en place des lois pour que les marques le soient. Et le Made in France, pour autant, on le regarde. Potentiellement, on sortira un jour un modèle. Alors, uniquement en B2C, de manière à enlever la marge du magasin et faire un produit qui reste quand même à moins de 200 €. Mais forcément, le produit sera plus cher que nos produits aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre 100 et 130 €. Donc là, c'est certainement un produit qui sera plus autour des 170, 180 €. Mais si on le fait en allant au bout des choses, c'est-à-dire avec des matières qui viendront de France ou à minima d'Europe. Donc le cuir, ok, on sait faire, mais le projet idéal, ce serait, aujourd'hui on recycle nos semelles en caoutchouc, ce serait de refaire des semelles à partir de nos semelles de caoutchouc recyclées. Donc comme ça on a la semelle, on se source en cuir et en autres matières avec ce qu'on peut trouver en France. Du chanvre, du lin, du cuir, enfin voilà, faire avec ce qu'on a en France et le faire fabriquer à côté de Nantes chez la Manufacture 49 qui appartient au groupe Eram et faire un produit, là pour le coup, 100% made in France. Là pour moi, ça prendrait pleinement son sens. Le prix serait certes supérieur, ça satisferait pas tout le monde, c'est certain, mais on aurait cette collection de capsules en plus qui serait vendue uniquement sur notre site internet. Voilà. Ça, ce serait le projet idéal sur lequel on a commencé à bosser, mais où on le sortira que quand on sera prêt à 100% et content de nous. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est des super réponses. Très intéressant d'avoir ta vision sur et à la fois sur l'écosystème et sur les enjeux. Puis voilà, quand vous êtes attaqué quelque part, c'est intéressant de voir comment est-ce que vous répondez. Et, je pense que ça peut aussi inspirer d'autres personnes, encore une fois, qui seraient dans des écosystèmes où bon courage parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. On arrive quasiment à la fin de cette conversation, Kevin. Encore une fois, merci. Hein, c'est vraiment très très cool de partager avec autant de valeur et autant de sincérité. J'ai quelques petites questions un peu plus légères pour terminer la conversation. Si demain, là, je te donne un budget illimité pour remonter un business, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu fais? Si moi on me donne un budget limité et je crée un nouveau projet, c'est open bar, on a une carte bleue là où on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui te ferait envie? Très bonne question. Alors moi ce qui me ferait envie, je disais tout à l'heure, ma passion c'est le sport, donc c'est faire un projet autour du sport. Je suis un passionné de cyclisme, je fais du vélo en compétition, vélo de route, cyclocross, etc. Donc je pense que je monterais un projet autour du vélo pour mettre en avant le vélo, pour développer ses pratiques sous toutes ses formes. Et puis aussi pour le cyclisme en compétition, c'est quand même un sport qui va mal. Et donc pour qu'on garde ça, qu'on garde cette passion que moi j'ai. Donc je pense que le cœur, la passion, ce serait un projet autour de ça. Et après les valeurs, ce serait plus un projet autour de l'environnement et de comment agir, encore une fois, comment se sentir utile auprès des humains et ou de la planète.
et où, si j'ai un budget illimité, là, je pourrais me permettre de me dire, du coup, de sauver le monde, tu vois. Quelque part, si on pousse le trait, on pourrait se dire, ce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de croire et de penser. À 25 ans, j'avais un peu envie de sauver le monde. Maintenant, je suis plus dans une réflexion, c'est d'avoir un impact, mais j'ai bien conscience que j'ai un impact à ma petite échelle. Ce qui n'empêche pas de rêver, hein. Mais je suis quand même un peu plus pragmatique là-dessus. Là où si tu me donnes un budget illimité, je me dis, je peux faire un projet illimité, donc quelque part, peut-être que là, je peux avoir un impact illimité sur notre planète demain et sur comment... et la planète et l'humain, parce que je mets toujours les deux ensemble. C'est dans la mode, en ce moment, on parle beaucoup d'environnement, de matières recyclées, etc. Mais il ne faut pas oublier qui fabrique nos produits. Et je pense que... Moi, je pars du principe que si on est tous bien avec nous-mêmes et dans nos vies, en fait, ça va servir... la cause de l'environnement, ça va servir le collectif. Tu vois, si je prends le parallèle du sport, que j'aime bien prendre, si tu as sur un terrain de foot, pour parler d'un sport populaire, même si je ne partage pas ces valeurs, tu as 11 mecs mais qui ne s'entendent pas entre eux, qui ne sont pas bien dans leur vie, etc. Ça ne te fait pas un bon collectif, ça ne sert pas le but in fine. Tu as 11 personnes qui communiquent hyper bien entre eux, qui sont bien entre eux, qui sont en phase, etc. Ça te crée un collectif, et je pense que là, tu vas beaucoup plus loin d'un point de vue sportif. Tu mets ça sur l'échelle de la société, à l'échelle de notre monde, pour servir la cause de l'environnement de notre planète, qui est quand même normalement qui est censé être notre but in fine à tous, parce que c'est ce qui peut tous nous tuer demain. Et je pense que tu y arrives davantage. Et tu gommes tous les sujets de guerre dont on entend parler en ce moment, etc., etc. Donc là, je vais dans des gros idéaux, et encore une fois que j'ai bien conscience de ne pas en avoir du tout les armes, mais puisque tu m'as donné un budget illimité, rêve illimité. Voilà. J'aime beaucoup ça, budget illimité, rêve illimité. Tu te parlais de ta passion, enfin en tout cas du voyage aussi dans la première partie de cette conversation. Si demain, pareil, tu as l'opportunité d'aller t'installer dans un autre pays, où est-ce que tu vas ? Je reste en France. Ok. Je reste en France parce que j'ai toujours aimé le voyage, l'aventure pendant mes vacances. Et en effet, toutes mes vacances, je partais. Et je pars toujours, à chaque fois ailleurs pendant mes vacances, mais depuis le Covid, comme beaucoup de gens, aussi beaucoup en France, mine de rien. En tout cas, je prends moins l'avion qu'avant. Et je resterai en France parce que malgré tous mes voyages, j'ai adoré partir, mais j'ai toujours adoré revenir. Et justement, j'appréciais encore plus le retour, et ça me faisait aussi prendre conscience de comment on est bien aussi en France. On est des fois très dur avec notre pays, mais on a un pays magnifique avec plein d'avantages. Et je me sens bien en France, je me sens bien à Nantes. Et c'est pas pour rien que je suis né à Nantes et j'habite toujours à Nantes. J'ai toujours vécu à Nantes, à Vertou, une petite commune à côté de Nantes. Mais ouais, non, je resterai en France, et il y a pas d'autres. Il y a plein de pays que j'ai envie de découvrir sur un temps court, en voyage ou autre. Mais il y a finalement peu de pays où je me verrais y vivre. Et il faut dire aussi que je suis très attaché à ma famille, mes potes. Et on a une bande de potes d'enfance à Nantes. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et non, je resterai en France, même si tu me proposes d'aller dans la plus belle île paradisiaque avec un budget limité. Ça marche. Quelle personnalité qui t'inspire devrait absolument porter des Ngo? À qui est-ce qu'on envoie une paire là, ou tu vois, n'importe qui vraiment, où tu te dis le jour où il les a au pied, là c'est quelque chose? Leonardo DiCaprio. Ok. Je pense, parce qu'en termes de si on veut vraiment avoir un impact, ouais. Il y a un impact de fou furieux. Donc le mec les porte et parle de toi, ta marque, et laisse tomber. Enfin, c'est même pas imaginable l'impact que ça a. Et c'est un mec, alors je ne le connais pas, hein, mais a priori de ce qu'il laisse transparaître dans les médias et dans ses actions, qui a l'air d'avoir des valeurs et qui agit en faveur de l'environnement. Et encore une fois, je ne sais pas, on ne pourra jamais dire si c'est sincère ou pas. Toujours est-il qu'il pourrait mettre son budget et ses thunes ailleurs, et il le fait pour des assos, pour l'environnement, pour l'humain, etc. Donc je pense qu'il serait en phase avec les valeurs de Ngo. Donc si je devais en choisir un, ce serait lui, mais j'ai bien conscience qu'à ce stade, il est inatteignable. On va faire ce qu'on va pouvoir avec le podcast, mais effectivement, je suis pas sûr.
Peut-être qu'on aura dans les commentaires. Je suis intéressé par une paire de Ngo. Sait-on jamais. J'ai dit tout à l'heure, le Tour de France, ça me paraissait inatteignable dans mes rêves et mes passions. J'ai contacté une vingtaine de personnes sur LinkedIn. Quelques mois après, on avait la première basket du Tour de France et la seule encore aujourd'hui. Donc, on va compter sur nos communautés respectives. Les rêves sont atteignables. Voilà, c'est parti. Le défi est lancé. Et enfin, ta définition, toi, Kevin, de l'effet papillon, c'est quoi? Ça t'inspire quoi, cette expression? L'effet papillon, c'est un petit geste, une petite action peut entraîner plein de choses. Et moi, je le vois de façon positive. On peut entraîner plein de choses positives. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que en fait, si on est bien les uns avec les autres, si on rencontre des gens, si on passe à l'action, en fait, tout ça, ça peut entraîner une inertie positive qui, en fait, va amener plein de belles opportunités. Et l'histoire de Ngo, c'est un peu ça, c'est que on ne pensait pas créer une boîte, on ne vient pas milieu de la mode, c'est venu de la quête de sens, de voyage, on a créé ça. Et en fait, ça a fait effet papillon, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une 50aine d'artisanes, on les fait vivre de leur savoir-faire, on a scolarisé plus de 300 enfants, on a des dizaines de milliers de clients en France, en Europe et dans le monde. Donc finalement, l'effet papillon, il est là. Et du coup, on a eu un impact sur cette industrie de la mode, tant d'un point de vue social qu'environnemental. Donc l'effet papillon, c'est ça, c'est partir d'une petite idée, d'un petit geste, de pas tout de suite se dire je veux le Graal, ou je veux le projet parfait, ou je veux le projet qui va sauver le monde. Parce qu'en fait, non, on peut commencer par un petit projet qui peut grossir. On peut commencer par un projet qui n'est pas encore parfait, et d'ailleurs, très probablement, il ne le sera jamais, mais où on est dans l'amélioration continue, c'est ce qu'on fait chez Ngo. Et puis du coup, de prendre les éventuelles critiques, comme on disait tout à l'heure, mais que en fait, toutes nos petites actions vont faire que ça va faire un effet papillon, et c'est tout le but de Ngo. Hyper en phase avec cette définition. Merci infiniment, Kevin, d'avoir passé cette discussion dans ce podcast. On espère que vous avez passé un bon moment, vous qui êtes en train de nous regarder. J'espère que vous êtes allés voir sur la chaîne YouTube, parce que franchement, ça vaut le coup, vraiment. Évidemment, on retrouve toutes les informations, Ngo, le site internet, la newsletter. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette newsletter tous les samedis? Alors, on communique sur nos produits, nos nouvelles collections, évidemment, mais pas que. On va retrouver aussi un peu plus de bacs sur ce qui se passe au Vietnam, sur la transparence, sur... là, ce podcast, on va le relayer. Donc, dès qu'on nous donne la parole pour en dire un peu plus que ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux ou nos sites internet, on le publie aussi sur la newsletter. Et c'est chaque samedi matin. Et on le voit un peu comme un côté un peu magazine. Tu vois. On relaie des articles du blog aussi, où on peut raconter davantage de choses. Donc voilà, je parlais de sensibilisation, de s'intéresser, d'être curieux à des choses. C'est un peu le but de ce podcast. On parle d'ailleurs aussi, pas que de nous, on parle aussi de d'autres projets à valeur ajoutée. Donc voilà, inscrivez-vous sur nos utilisateurs, retrouvez-nous sur notre site internet ngo-chose.com, et retrouvez-nous aussi en boutique, en magasin. Les magasins et les commerces de proximité en ont besoin, et on peut retrouver d'ailleurs tous nos magasins également sur la carte de nos revendeurs sur notre site internet. Et n'hésitez pas, je rajoute, à contacter Kevin directement si vous avez des questions sur vos projets et tout ça. Alors... Je suis très LinkedIn, donc n'hésitez pas à... Je confirme, il répond très vite à chaque fois. Je suis pas du tout réseau social, j'ai pas Insta, j'ai plus Facebook, etc. Par contre, LinkedIn, je suis assez actif, en effet. Merci beaucoup, Kevin, c'était un plaisir de discuter avec toi. Avec plaisir, merci à toi, Cyril.